Bonjour à tous. Donc, on va vous présenter un film, enfin un projet de film, puisqu'il est encore en développement, qui s'appelle Bergeronnette. Donc, conçu et réalisé par Lucrèce Andrea et coécrit avec Patricia Valex. Donc, c'est un film qui est produit par Miyu, qui a déjà reçu des aides du CNC. Donc, il y a eu une aide à l'écriture pour les autrices. Elles ont également eu une aide au développement. Elles ont reçu au pitch MIFA en 2024, là, en juin, un prix cyclique, ce qui permet à Lucrèce de développer aussi beaucoup l'aspect visuel, certainement les intentions de réalisation, enfin, et de continuer ce dialogue permanent avec Patricia. Et elles ont reçu aussi, donc avec Eric, qui vous a parlé à l'instant, reçu le prix SACD pour un pitch de long métrage. Voilà, donc Lucrèce va commencer par vous présenter le pitch, ou en tout cas un mini synopsis du projet, de façon à ce que vous sachiez de quoi il retourne. Et puis ensuite, on abordera plein de sujets, toutes les thématiques du film. C'est parti. Il était une fois, il y a très longtemps, les Landes. À cette époque, la région est une immense étendue marécageuse et les seuls humains qui s'y aventurent sont les bergers perchés sur échasse. En ce pays hostile, un vieux berger et ses 3 enfants travaillent dur pour subvenir à leurs besoins. Le berger n'a eu qu'un fils, le petit dernier, Pierre. Pierre est un petit garçon adorable, tendre, naïf, sensible et très attaché à sa vieille chienne Lopa. Il a une véritable passion des oiseaux. Il a passé son enfance à les pister dans la lande et à les observer, à imiter leurs cris. En ce jour de printemps, il a 10 ans et il est temps pour lui d'apprendre son métier de berger pour succéder à son père. Il en tire une immense fierté et a à cœur de satisfaire sa famille. Pour l'occasion, sa sœur Bruna lui offre une petite carte à l'effigie de Sainte Rita pour lui porter bonheur. Et son père, lui, a troqué une brebis contre un tout jeune chien. Mais la famille n'a pas les moyens de nourrir 2 chiens. Et la première mission qui est confiée à Pierre est de porter sa chienne Lopa à sa tante qui habite le village voisin. Le père compte ainsi tester les capacités de son fils, car un berger doit savoir garder la tête froide, prendre des décisions rationnelles et se montrer implacable avec ses bêtes. Pour Pierre, c'est un drame. Mais alors qu'il chemine de nuit vers le village, un petit oiseau l'entraîne au milieu de la forêt, où il fait une étrange rencontre. Une femme, ridée, voûtée, aussi vieille que l'arbre sous lequel elle se cache, vit de nuit, bouge comme un loup et parle aux oiseaux. Pour Pierre, ça ne fait aucun doute, c'est Sainte Rita qui lui est apparue pour sauver Lopa. La vieille est en réalité une guérisseuse marginale qui s'est coupée des humains depuis des années, mais très flattée d'être prise pour une sainte, elle s'empresse de faire une démonstration de ses talents. Avec l'aide de ses fidèles oiseaux, elle refait une santé à Lopa. Étonnée par les talents de siffleur de Pierre, elle le baptise Bergeronnette, qui est le nom d'un oiseau, et quelle n'est pas la surprise de l'enfant quand il comprend qu'elle le prend pour une fille. Impossible de démentir, la vieille souffre d'une étrange allergie qui lui fait pousser des éternuements énormes à chaque fois qu'on prononce le mot garçon. Pierre commence alors une double vie. Le jour, à la ferme, il se donne beaucoup de mal pour incarner les idéaux virils de son père qui vont à l'encontre de sa nature délicate. La nuit, son identité de fille lui offre des possibilités inespérées. Là, il peut laisser s'exprimer certaines de ses qualités que son père réprouve et dont il avait honte. Là, il peut siffler, danser, contempler, pleurer et laisser aller sa douceur dans la pratique du soin des animaux. Au fur et à mesure du film, le secret de Pierre se fera de plus en plus pesant. Il devra choisir de continuer de se mentir à lui-même et aux autres, ou de dire la vérité au risque de se faire rejeter des siens. Rita aussi a ses sombres secrets. Elle lui avoue un jour qu'elle est loin d'être une sainte et qu'autrefois, les hommes l'ont pourchassée en la traitant de sorcière. Sorcière, Pierre ne cerne pas bien qui il est, mais ce jour-là, il décide de ce qu'il sera. Un être libre et vrai, une sorcière. Voilà.
donc, comme vous avez pu le comprendre après la lecture de ce très beau synopsis, c'est que Bergeronnette est un conte, et c'est un conte qui est porteur d'un thème universel, qui est l'acceptation de soi et l'acceptation des autres. De l'autre. C'est un film qui s'adresse autant à la famille qu'à un jeune public et qui aborde avec délicatesse un certain nombre de questions, notamment la question du genre. Et Lucrèce a fait le choix d'ancrer cette histoire dans un territoire réel, dans une époque qui va bien, je trouve, au code du conte. Et donc, et à l'universalité du thème. Et donc, Lucrèce va nous parler un petit peu de sa manière de travailler pour aborder la singularité de son écriture. Oui, bah c'est vrai que c'est un peu une manière que j'ai récurrente de travailler, c'est-à-dire que je suis un peu obsessionnelle par la peur de faire des clichés, de sortir des images toutes faites, un peu galvaudées. Pas très original. Et du coup, ma manière de contrer ce truc-là, c'est vraiment de puiser dans le réel. Donc là, c'est vrai que j'étais partie d'un univers de contes, une ferme, une forêt, un berger. Et ça nous a beaucoup nourri d'aller puiser dans des images d'archives, de choisir un territoire réel qui est en plus pas très loin de là où je suis née, donc les Landes. Et de découvrir tout ce qui fait une certaine authenticité à ce qu'on pourrait imaginer comme des images d'Épinal, mais là, leur ajouter une spécificité, la plateur de ces landes qui s'étendent à perte de vue, presque sans aucun relief, le côté désertique, les échasses, les manteaux de moutons, tout ça, c'est comme une espèce de réserve sans fin dans laquelle puiser pour trouver ce qui va donner une certaine authenticité et un peu de relief à nos images et aussi à notre histoire. Donc le premier déclic a été dans la découverte du travail de Félix Arnaudin, qui est un photographe des années 1900, qui s'est improvisé ethnologue, qui n'était pas du tout professionnel, mais qui s'est pris de passion pour son pays qui changeait irrémédiablement, qui était un immense marais quasiment inculte. Et il a vu changer le paysage quand on s'est mis à planter des pins pour assainir le terrain, pour le rendre rentable. Et il y a une énorme nostalgie qui l'a poussé à dédier sa vie entière à compiler des images, des tout petits métiers, à prendre des notes sur les chants, les contes, les traditions orales, etc. Et qui a fait des images magnifiques qui transpirent comme ça la vie à cette époque-là. Et qui m'ont énormément inspirée. Voilà, je crois que c'est le point de départ, c'est cette image de la lande infinie, très très plate, avec les échasses qui dépassent comme ça. Oui, moi je rajouterais là-dessus qu'évidemment, en tant qu'ancienne documentariste, j'ai pas eu de mal à plonger de manière tout aussi obsessionnelle dans cet univers. Alors, d'autant plus intéressant qu'au-delà de fournir, comme vous le voyez, une incarnation visuelle extrêmement forte, qui fait qu'on est à la fois dépaysé et en même temps, on a des visuels forts dont on sait qu'en animation, ça peut être une base formidable. C'est qu'en fait, ça fournit aussi une espèce de cadre social sur lequel, moi, pour le coup, j'ai beaucoup travaillé parce que ça me semblait une clé pour comprendre comment les gens vivaient dans cet endroit. Et ce qu'il faut bien réussir à percevoir, c'est qu'au départ, quand on pense à famille de bergers, d'éleveurs, on pense qu'ils élèvent la viande pour les moutons, pour la viande, pardon, pour le lait, ce genre de choses. En fait, absolument pas. C'est-à-dire que ce qu'on découvre en travaillant profondément cette matière, c'est qu'en fait, il s'agit d'une économie de subsistance, parce qu'en fait, la terre est tellement difficile à cultiver qu'on a besoin de moutons simplement pour produire du fumier et donc rendre un tout petit peu plus cultivable la terre et n'en tirer qu'une subsistance pour la famille. Donc à partir du moment où on comprend ça, c'est absolument passionnant parce qu'on se rend compte qu'en fait une ferme, puisque là on est vraiment dans un microcosme familial, on a une ferme qui fonctionne dans une logique purement de production, avec finalement un père qui devient un père patron. Ce qui était finalement assez intéressant pour nous de repenser finalement toute l'organisation de la famille autour de quelque chose qui s'appelle le patriarcat.
Du coup, tout le jeu de partir de cette documentation précise, c'était de s'en imbiber. Mais bon, on n'est pas historienne non plus, on n'a pas passé non plus des lustres à lire et à lire, et d'en tirer juste ce qui nous serait nécessaire et d'écarter sans scrupule ce qui n'allait pas dans le sens de la pertinence de notre histoire. Donc, par exemple, on a essayé d'utiliser des motifs pour porter notre histoire, le sens qu'on voulait véhiculer. Comme les Landes, ça nous permet d'illustrer l'isolement et la précarité de cette famille qui est très seule, qui est très isolée. Le métier de berger, sa dureté, particulièrement le dressage du chien qui demande une espèce de fermeté comme ça, nous servait bien sûr à incarner les valeurs masculines et la notion de virilité du père. Les échasses étaient aussi quelque chose d'assez symbolique qui nous permettait de montrer l'espèce de statut dominant du père autant sur ses bêtes que sur sa famille, mais aussi par rapport à la terre, quoi. Pierre, il est plus du genre à jouer à quatre pattes au niveau de son chien et faire des câlins aux moutons, alors que le père se situe dans une espèce de stature dominante. Et quand Pierre s'empare des échasses, c'est pour se rapprocher des oiseaux et du ciel plutôt. Donc voilà, tu as une autre idée de... Oui, parce qu'en plus, on n'a pas eu tant que ça à forcer le trait ou à chercher les symboliques comme ça qui permettaient d'opposer de manière visuelle les deux mondes. C'est qu'en fait, quand on regarde les photos, on se rend compte que finalement, il y a très peu de femmes sur échasse. Ça ne veut pas dire qu'elles n'en faisaient pas, bien sûr, mais on se rend compte qu'en fait, les femmes sont cantonnées dans le travail très difficile de la terre et que ce sont essentiellement les hommes qui sont bergers. Ce qui fait qu'en fait, assez naturellement, ça nous a amené à encore une fois un partage de tâches, mais qui est relié aussi à la difficulté de survie dans ce monde-là. Voilà, et puis un autre motif historique qui nous sert et qu'on ne fait qu'évoquer, mais qui est très important, c'est la chasse aux sorcières, sur laquelle on s'est pas mal renseigné, pour, pareil, illustrer le rapport des hommes aux femmes assez problématique. Voilà, merci. Il y a la transhumance aussi, qui fait aussi partie de ce contexte et qui va vous amener à avoir un fil en fait aussi dans votre narration, ces déplacements, la trajectoire des personnages. Et maintenant, on va peut-être parler du conte, puisque Bergeronnette est un conte et c'est un genre qui a ses propres codes. Et vous allez nous raconter un petit peu comment vous êtes approprié ces codes, comment vous les avez tordus ou démontés ou déstructurés, détournés pour mieux les connecter en fait avec la modernité de votre propos. Et puis on enchaînera sur le personnage de Rita la sorcière et en quoi c'est une sorcière moderne. Oui, alors les contes, c'est vraiment un élément qui m'est très familier. Enfin, en fait, très concrètement, quand je me suis dit je vais faire un long métrage, c'est le rêve de ma vie, je veux l'accomplir avant de mourir. D'être musée, pardon. Très prosaïquement, je me suis dit il faut que je fasse un film pour enfants parce que c'est plus facile à financer. Et l'exercice me plaisait énormément. Et pour moi, long métrage pour enfants signifiait presque obligatoirement conte parce que ça fait vraiment partie de moi, quoi. J'ai été baignée par ces images-là, la Gustave Doré, Rackham, Dulac, qui m'ont enchantée quand j'étais petite, qui ont vraiment nourri mon imaginaire. Là, je peux aussi montrer Le Petit Poucet qui m'a traumatisée quand j'étais petite. Je ne sais pas si vous avez vu ce film atroce avec Jean-Pierre Mariel en ogre qui dévore ses propres filles. Donc il y a quelque chose dans les contes qui parle de l'enfance. Voilà, le Petit Poucet, la peur de base d'être abandonné, d'être seul, d'être dévoré, des peurs très, très anciennes comme ça et très archaïques, on va dire. Et une certaine noirceur aussi. Voilà, les contes, c'est pas uniquement des fées qui font des tours de magie, c'est aussi quelque chose j'ai des images en tête de films assez noirs qui parlent de l'enfance et qui m'ont parlé petite. Et évidemment, l'influence des vieux Disney, qui s'est approprié tous les contes à sa façon, que j'ai adoré quand j'étais petite, mais qui, voilà, avec notre point de vue un peu plus actuel, pose problème sur des tas de points. Et les contes en général, en fait, ont ce truc
étrange qu'ils allient une certaine familiarité, quelque chose d'assez éternel, qu'on connaît tous, dans lesquels on se sent, enfin voilà, ces figures là, du berger, de la sorcière, la jeune fille pure, on y est tous bien. Enfin, moi, je suis bien dans cet univers-là. Mais il me pose le problème, quand je les raconte à ma fille, ça me saute aux yeux, qui véhiculent des valeurs parfois complètement rétrogrades, très problématiques. Enfin, j'ai en tête par exemple la princesse grenouille, dans laquelle trois promises à des princes doivent prouver au père, au roi, qu'elles sont bonnes cuisinières, qu'elles sont bonnes couturières, qu'elles dansent bien, qu'elles sont vertueuses. Voilà, ça, c'est pas possible. Ou la petite sirène qui fait sacrifice de sa vie entière, de ses jambes, de sa voix, par amour pour le prince qu'elle a vu à peine une fraction de seconde. Voilà, donc je me suis dit, ok, les contes, je suis bien dedans, c'est un bon moyen d'attraper les enfants. Qu'est-ce qu'on va y glisser d'un peu dissident pour le rendre un peu plus contemporain, quoi. C'est là qu'on passe à la sorcière. Alors, ce qu'il y a de génial avec le conte, c'est qu'en fait, d'abord, quand on travaille le scénario, on a forcément un rapport fort au conte, parce que ça fait partie de l'histoire des récits. Et je pense qu'en tant que scénariste, on est tous issus de cette grande chaîne des récits. Donc moi aussi, c'est des choses que j'avais beaucoup étudiées. Et je trouve que le conte fournissait un cadre formidable pour revisiter les modèles, en fait. Et on y était contraint dès lors que, dès le départ du projet, il y avait finalement ce repère très fort qui était la sorcière, avec en plus évidemment ce jeu qui nous a énormément guidés tout de suite, qui était de jouer en plus sur ce quiproquo, c'est que l'enfant la prend pour une sainte. C'était qu'à partir du moment où on partait d'une sorcière, on avait envie finalement de mettre les enfants. Le public, lui, devait dès le début se dire « mais non, c'est pas Sainte Rita, c'est une sorcière ». Et en fait, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est au fond d'en faire, ce qui est un peu peut-être tout le motif du film qui est lié à la transformation, c'est qu'au fond, on mène progressivement le spectateur de la sorcière de conte à ce qui serait aujourd'hui ce qu'on appelle les sorcières écoféministes. Donc au fond, en partant d'une image d'Épinal très forte, très ancrée dans nos imaginaires, on va pouvoir progressivement amener cette image très contemporaine, simplement en suivant le fil du récit. L'autre chose aussi, c'est que ça permettait d'introduire en creux l'autre histoire qui nous a, enfin je pense que c'est marquant pour tout le monde, l'histoire des chasses aux sorcières. D'ailleurs, il y en a eu dans ces régions-là, assez fortes. Et que donc ça permettait aussi de passer par cette espèce de phase qui permettait de remettre en question la manière dont les femmes ont pu être traitées à ce moment-là. Et on a joué, alors tout ça évidemment à hauteur d'enfant, c'est pour ça que le premier signe qu'on a que Rita a été pourchassée, c'est qu'au fond, elle est devenue allergique. Et il suffit qu'on prononce donc, le mot garçon pour qu'elle éternue, ou qu'elle renifle, parce qu'elle a acquis un flair évidemment énorme en vivant dans la forêt. Elle sent les hommes à distance et éternue quand ils rentrent dans sa forêt. Donc maintenant, nous allons passer à un autre chapitre qui est celui du genre, car vous l'avez compris, donc c'est un conte à destination d'un jeune public qui traite d'un sujet sociétal très actuel, les identités. Mais les identités, enfin pas que l'identité, je parle bien des identités parce qu'elles sont effectivement multiples, et comment les rôles, les tâches qui nous sont assignées par les traditions, par la société, par la famille, nous enferment nous conditionnent en tout cas dans un genre ou dans une identité particulière. Et à travers ce film, en fait, vous allez questionner tout cela, et particulièrement la féminité. Et dans la littérature comme dans le cinéma contemporain, on a tendance surtout à parler des femmes fortes. Or là, vous avez décidé d'y apporter beaucoup plus de nuances et un autre regard, et de parler aussi de la fragilité, de la légèreté, et ce que vous traduisez formidablement dans la narration, mais également, je trouve, dans le geste graphique, enfin dans les dessins qui sont légers, subtils. Voilà, donc je vous laisse vous accaparer de ce thème. Oui, voilà. Alors, l'envie de départ, c'était vraiment pas l'agacement, mais je trouvais
presque hypocrite à quel point l'image de la femme qui revendique le droit aux mêmes privilèges que les hommes est répandue, se répand de plus en plus, et c'est très bien, et c'est fabuleux. Les femmes fortes qui veulent jouer au foot, qui veulent parler comme un mec, qui veulent parler plus fort, qui veulent s'imposer, c'est super que ça existe, mais le pendant logique, c'est aussi d'aller jusqu'au bout de cette idée, c'est-à-dire les hommes devraient aussi avoir le droit de demander à porter des bijoux, de porter des robes, de parler plus doucement, d'être plus fragile, de pleurer, etc. Donc mon idée toute simple de base, c'est je vais faire un petit garçon soi-disant efféminé dans cette idée que, comme s'il y avait un panel de comportements, d'attitudes et d'émotions qui sont aléatoirement répartis entre deux catégories figées et qui sont interdites des deux côtés, quoi, et que je trouve absurde. Donc, cette espèce d'ouverture, voilà, proposer un personnage qui est un peu entre les deux et qui souffre qu'on lui impose voilà, ces cases toutes faites et oppressantes. Du coup, ouais, c'est aussi dans cette idée-là, quand on a fait le choix que Rita le prenne carrément pour une fille, qui fait que du coup, pendant la moitié du film, il est en robe, il est conjugué au féminin, on l'appelle Bergeronnette, et voilà, et Rita, jamais de la vie, ne ferait d'un garçon son apprenti, comme on l'a vu, elle est misandre, elle déteste les hommes. Ça nous donnait l'occasion, finalement, de donner l'opportunité à un petit garçon d'endosser un vêtement féminin et d'y trouver une véritable liberté, émerveillement, fascination. Parce que ça me chagrine quand on demande à n'importe quel petit garçon, je suis sûre qu'il y en a 80%, si on leur demande est-ce que tu aimerais bien être une fille, qui disent « Ah, mais jamais de la vie, dégoûtant, trop nul les filles ». Et ça me fait mal au cœur parce que moi j'adore être une fille, quoi. Je trouve que, bon, certes il y a plein de points négatifs, hein, je crois que la balance elle est facile à faire entre les droits des hommes et les droits des femmes, mais simplement le fait d'être débarrassé des injonctions à la virilité, mais c'est aussi une ouverture de liberté qui est énorme. Et notre petit héros, son truc c'est le soin, c'est la tendresse, c'est l'écoute, c'est l'attention. Et en fait, en tant que garçon, on ne lui laisse pas ce droit-là. Alors qu'en tant que femme, on peut s'en plaindre des fois, mais on y a le droit. Et je trouve que c'est des valeurs magnifiques de l'humanité que j'ai envie de défendre en quelque sorte. Donc, il n'endosse pas n'importe quelle féminité. Hein. C'est ça qui est cool, c'est qu'il endosse une féminité complètement émancipée, où cette sorcière vit au fond de la forêt seule, donc sous aucun joug masculin, sous aucun joug de hiérarchie, envers uniquement les animaux. Et voilà, et donc c'est un peu pour moi la beauté du truc. Je rajouterais juste une chose, c'est qu'au fond, en jouant de la situation dans laquelle il se retrouve, c'est que finalement la sorcière le prend pour une fille. Au fond, il se déguise bien volontiers parce qu'il il adore ce qu'il découvre la nuit avec Rita. Et que donc il va même piquer une culotte à l'une de ses sœurs parce que Rita trouve que c'est beaucoup plus simple d'arpenter la forêt en se débarrassant de sa robe et en restant... alors des culottes, c'est comme des bermudas hein, pour l'époque, ça descend jusqu'au-dessus du genou. Mais en fait, ce qu'il y a de génial, c'est que c'est un moyen pour que l'enfant ouvre les yeux sur une autre condition en la vivant pleinement et sans aucune culpabilité. Voilà, puis vous vous adressez aux enfants quand même, et donc ça c'est pas une mince affaire. Il fallait un petit peu ouvrir un discours, enfin, ou trouver des métaphores pour conduire à cette liberté de se dire, voilà, je suis bien tel que je suis, à bas toutes les injonctions. Donc vous vous adressez d'une certaine manière aux enfants. Peut-être vous pouvez un peu développer cette partie-là, et puis aussi le fait que vous allez faire appel quand même à un sensitive reader pour être sûr que vous en parlez bien sans... Oui, voilà, c'est tout le défi de cet exercice, c'est s'adresser aux enfants, parce que bon, chez les adultes, toutes ces questions commencent à faire un peu leur chemin, mais les enfants sont les plus rétrogrades de la Terre en termes de différence entre filles et garçons, c'est compliqué. Donc tout le jeu était déjà de ne pas être bêtement didactique à marteler nos points de vue un peu engagés sur la question, les dissimuler, les camoufler de manière poétique, de manière subtile pour ne pas braquer et crisper, que ce soit les enfants mais aussi les parents, hein, qui ne connaissent pas forcément bien
ce sujet et le rendre à hauteur de personnage très accessible à n'importe qui et créer de l'empathie envers ce personnage. Du coup, oui, voilà, on ne s'empêche pas évidemment d'en faire un film pour enfants avec une bonne dose de fantaisie. Il n'y a pas de magie, mais il y a beaucoup de scènes impressionnantes, d'aventures, de rebondissements, d'humour aussi. On essaie de faire quelque chose d'assez insolent et drôle et qui ne se prend pas au sérieux et pas grave, etc. Et puis oui, voilà, cette question à un moment s'est posée à nous la question de l'identité de cet enfant. Au fond, est-ce qu'on qui il est, enfin, c'est quoi son identité? Est-ce que c'est un enfant queer? Est-ce que c'est un enfant trans? Est-ce que c'est un enfant gay? Est-ce que c'est juste un petit garçon efféminé? Et au début, je voulais trancher. J'avais l'impression que c'était un peu que c'était pas assez engagé de ne pas trancher. Et puis finalement, déjà, parler d'un vécu trans, alors que je ne suis pas moi-même trans, ça me posait un petit problème de légitimité. J'étais à quel moment je vais véhiculer des trucs un peu faux d'un vécu qui finalement ne me concerne pas. Et de deux, je crois que ça me plaisait de laisser ouverte la question pourquoi. C'est-à-dire que c'est un truc trop facile et trop récurrent de se demander pourquoi cette personne, elle est un petit peu à la marge, pourquoi cet homme, on trouve qu'il est efféminé, et donner une réponse toute faite, c'est parce qu'il est gay. Je trouvais que c'était trop facile, et finalement, ça me plaît d'autant plus que ce soit que peu importe, qu'il n'y ait pas de réponse à cette question pourquoi, parce qu'on ne devrait pas se la poser, pourquoi. Juste, en fait, tout le monde devrait avoir le droit de se comporter comme il veut. Donc, on est resté ouvert aussi pour que n'importe qui se projette dans parce qu'on a tous, chacun à notre mesure, le vécu de cet enfermement dans une étiquette qu'on essaie de nous faire incarner et qui ne va pas avec notre tempérament. Oui, puis moi je rajouterais à ça que moi j'avais le sentiment que quand on traite de ça, en réalité, il y a une dimension universelle. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous vécu ça. En tout cas, moi je me souviens très bien à l'époque de ma propre enfance, le moment où j'ai eu le sentiment d'une perte de liberté absolue, quand d'un seul coup, on m'a ramené à la phase de... Parce qu'il y a toute une époque où on joue sans se poser de questions, qui est une période d'absolue liberté. Et puis d'un seul coup, après, il y a des choses qui arrivent. On peut plus se baigner tout nu dans les mêmes petites piscines gonflables, enfin ce genre de trucs entre filles et garçons. Et moi, j'ai eu le sentiment que ramener l'identité sexuée, finalement, nous privait à ce moment-là d'une immense liberté. Donc, en fait, moi, je me suis beaucoup appuyée sur ce sentiment-là pour avoir aussi échangé avec d'autres personnes qui avaient vécu des choses similaires, et y compris aussi en pensant à tous ces moments où on a envie d'être l'autre parce qu'on a le sentiment qu'il y a plus de liberté, plus de possibilités. Alors là, pour le coup, les filles de ma génération, on avait vraiment l'impression, rien que le travail manuel où les filles devaient faire de la couture et les garçons des planeurs en balsa, moi j'avais juste envie de faire des planeurs, pas de la couture. Et le sport, c'était pareil. Quand je faisais de l'athlétisme, on ne pouvait pas faire de saut à la perche. Pourquoi ? Aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent, qui n'imaginent même pas qu'il y a encore si peu de temps que ça, on ne pouvait ni faire du marathon, ni faire du saut à la perche, ni faire des tas de choses. Voilà, c'est ce qui fait que je pense que de toute façon, il y a une base universelle dans ce récit et dans cette aspiration à sortir un peu de ces frontières qu'on nous impose. Et puis voilà. C'est aussi un comportement qu'on peut avoir dans la vie. Il y a des moments où on se sent fort, solide, et puis d'autres moments où on est fragile, et c'est totalement indépendant du genre en réalité. Et je trouve que vous l'abordez de manière très universelle en fait. Donc là, on a l'impression qu'on rentre dans un discours un peu... Enfin, on parle de la profondeur du film, de tous les thèmes qu'ils abordent, mais quand on verra le film, enfin en tout cas moi qui ai lu le développement et le séquencier, je sais que tout ça est abordé avec beaucoup de poésie, de légèreté, d'humour, et que finalement c'est plus un ressenti que les enfants auront, qui leur permettra d'avoir cette ouverture et ces questionnements. C'est quelque chose qui restera presque à la limite du conscient, et c'est ça qui fait la beauté, je trouve, de votre projet. Merci. Et peut-être qu'on va... J'ai pas répondu à la question sur le sensitive reader, si tu veux. Juste rapidement,
est-ce que tout le monde sait ce que c'est ou est-ce que j'explique? Non. Alors, les sensitive readers, c'est un métier qui a émergé il n'y a pas si longtemps, j'imagine. C'est des personnes qui sont habilitées, qui sont conscientes et initiées aux luttes des minorités en général et qui travaillent à relire des scénarios ou n'importe quelle œuvre pour dénicher les clichés racistes, les motifs nocifs pour l'acceptation des minorités au sein de la société, et qui travaillent en main dans la main avec les réalisateurs et réalisatrices pour essayer de les éjecter, quoi, et de faire en sorte que les œuvres soient inclusives et respectueuses de toutes sortes de personnes au monde. Donc pour moi, c'était hyper important, et pour Miyu aussi, qui nous l'a souvent rappelé, que voilà, on a beau être des femmes et avoir vécu à notre mesure une certaine oppression qui est le sexisme, c'est quand même rien à voir avec celle de minorités queer, par exemple. Donc j'avais à cœur aussi de demander le vécu de quelqu'un qui a vécu au plus proche ce genre de pression de sa famille, etc. Donc on ne l'a pas encore fait, mais c'est la prochaine étape sur le scénario. Oui, c'est très important de le faire. Oui, d'autant plus que moi, je le vis aussi sur d'autres projets, cette expérience. Parce qu'au départ, j'en avais un peu peur, comme tous les vieux scénaristes qui ont l'impression qu'on va les censurer. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert en l'expérimentant que ça permettait d'ouvrir les yeux sur ses propres biais. Ce qui est vraiment intéressant, parce qu'on parlait des biais des contes qui sont logiques, puisqu'ils ont été écrits ou en tout cas ils se transmettaient oralement, puis ils ont été à un moment donné inscrits par écrit, mais ils sont référencés à une époque, et depuis évidemment les choses ont bougé. Mais de la même manière, aujourd'hui, on est susceptible de créer à notre tour d'autres enfermements. Donc finalement, je pense que c'est une manière de prendre du recul. Et moi qui ai fait du documentaire en le pratiquant de manière quasiment ethnologique, il y avait une règle en documentaire, c'est quand vous faites une enquête de terrain, c'est finalement de prendre des notes pour essayer d'être lucide sur le parcours que vous êtes en train de faire par rapport à votre propre sujet. C'est-à-dire, au fond, essayez d'être lucide le plus longtemps possible sur les biais que vous avez dans l'observation d'un terrain. Voilà. Donc, au fond, c'est ça que je retrouve, et je trouve que ça nourrit vraiment une approche plus en profondeur, pour trouver plus de justesse et probablement plus de modernité, de s'adresser à un public aussi plus large. Voilà, donc je trouve ça vraiment bien. Très bien. Donc maintenant, on va passer au thème de la famille, parce que c'est quand même le cœur du projet. C'est une cellule familiale, une mère disparue trop tôt, il y a un père, et il y a une fratrie, donc deux sœurs et deux filles et Pierre, le garçon. Il y a un chien. Et donc devenir soi-même, l'acceptation de soi, l'acceptation de l'autre, et puis quelles ont été donc vos questions et quelles sont vos trouvailles narratives pour parler de la famille à un public familial, et peut-être l'occasion de parler un petit peu de la trajectoire de chacun de ces personnages. Ouais, c'est vrai qu'on a eu un moment de doute dans l'écriture, quand on s'est dit on veut faire un film familial et on va parler de la famille patriarcale, et donc on va... alors on disait un peu entre nous comme ça, l'expression est un peu rude, mais on va dézinguer la famille. Donc on s'est dit là il faut quand même qu'on aille plus loin que ça. Et en fait, ça a été bien parce que ça a été le point de départ d'une réflexion plus large, qui était de dire la pression, elle n'est pas que sur le personnage de Pierre et de sa propre transformation. Et ça faisait écho quand je vous parlais tout à l'heure de tout cet enjeu, de cet univers dans lequel s'inscrit le projet, et dans lequel il y a encore une fois cette nécessité de survivre et de pérenniser en quelque sorte la ferme avec un père patron. En fait, il suffisait de revenir à cette source-là, qui est qu'il y a une espèce de pression et une contrainte du père, qui lui-même hérite, parce qu'on devient berger de père en fils, donc le père a hérité d'une vision du monde, il a hérité d'une tradition dont il est le garant, et il n'a aucune raison de remettre en question ce monde-là, puisqu'ils vivent en huis clos quasiment.
Et Pierre, lui, a la chance de s'ouvrir à autre chose grâce à sa rencontre nocturne dans la forêt avec la sorcière. Donc à partir de là, finalement, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on pousse les trajectoires des personnages, et notamment des deux sœurs. Et finalement, je pense que notre récit fait bouger tout le monde. Mais même la chienne Lopa, parce que la chienne Lopa qui va vivre avec Rita dans la forêt, va finalement s'affranchir de la domesticité, parce que évidemment Rita veut bien garder Lopa avec elle, mais à condition que Lopa redevienne une chienne un peu plus sauvage et retrouve sa véritable nature. Et au fond, tous nos personnages vont gagner dans l'histoire une forme de liberté. C'est-à-dire que finalement, le signal peut-être qu'on cherche à envoyer à la famille contemporaine, c'est de dire qu'au fond, l'amour et ce qui lie les gens dans une famille, c'est aussi la capacité à bouger les uns et les autres. Et c'est ce que raconte cette histoire. Tout le monde va bouger, y compris le père, qui finalement s'aveugle beaucoup dans cette histoire, mais qui finit par découvrir d'abord ses propres émotions et finit lui aussi par peut-être pas tout comprendre ou tout accepter tout de suite, mais en tout cas se met en chemin d'évolution. Oui, c'est ça, c'était pour sortir de l'image trop facile de le père grand méchant, le fils victime de tout le monde, machin. C'est ça, de nuancer tous les personnages. Bon, dès le départ, j'avais moi cette envie qu'il n'y ait pas de gros méchants, quoi, que tous les personnages soient compréhensibles finalement, puissent comprendre leur point de vue et leur difficulté à accepter la nouveauté. D'ailleurs, il y a une métaphore qui traverse tout le film, c'est brûler les vieilles pousses pour laisser la place brûler les vieilles racines pour laisser la place aux jeunes pousses, parce qu'ils pratiquent le brûlis, c'est le fait de nettoyer le package par le feu. Et donc, c'est ça, c'est une manière de dire l'espoir est permis. Ok, c'est pas facile, la famille, mais il y a espoir, et les choses peuvent bouger, et chacun est victime de ces carcans. Tout le monde en est victime, même ceux qui en sont les plus fervents défenseurs. Donc, l'influence de ce petit garçon va rafraîchir l'ambiance et repenser l'équilibre de la ferme. Et d'ailleurs, à ce propos, la fin nous a posé un petit problème éthique finalement, c'est que pendant plusieurs versions, la fin c'était une réconciliation générale, c'est-à-dire le moment où il y a révélation du secret, où Pierre arrive à s'affirmer dans sa nouvelle identité, dans ce qu'il veut être. Et tout le monde pleure, et c'est dur, mais bon, on se comprend et puis on s'aime. Et moi, ça me faisait un peu grincer, parce que si j'applique à la réalité, on le sait, c'est rarissime en fait qu'il y ait une telle acceptation de la part de la famille, que ce soit de l'homosexualité de leur enfant, par exemple. Il y en a qui ne l'acceptent jamais, évidemment, qui foutent leurs enfants dehors, qui sont très humiliants et violents. Donc c'était délicat pour moi ça n'allait pas. Pour moi, c'était plutôt important de faire passer le message que, quelle que soit la vie des parents, en fait, il n'y a pas le choix. Il faut être ce qu'on est, il faut s'affirmer, il faut revendiquer qui on veut être, et on s'en fout, et on ne va pas attendre l'autorisation des vieux, quoi. Et du coup, on a fait le choix délicat de faire la fin en l'absence du père. C'est-à-dire que Pierre arrive à se révéler face à la sorcière et à sa sœur. Et il ne fait que formuler l'espoir, avec pas mal d'optimisme, mais aussi un brin d'anxiété, que son père finira par comprendre. Et je trouvais ça beau de laisser le temps faire l'affaire aussi, que ça ne se règle pas en une discussion et une accolade, cette affaire-là, que c'est de l'habitude, c'est de la tradition, c'est ancré, et c'est des années d'évolution qui vont faire avancer le schmilblick. Et voilà, et Pierre a juste ce qu'il faut d'indices que son père a déjà un peu cheminé pour avoir l'espoir que ça se passera bien. C'est vraiment la tolérance, je trouve, la fin du film. C'est une ouverture vers la tolérance. Ça va au-delà effectivement d'une réconciliation ou de l'acceptation. Voilà, c'est être tolérant. Donc on va faire notre dernier chapitre. On va quand même parler de tout l'univers graphique et sonore, parce que le son est très très important dans les choix de ce film, puisqu'on est dans la campagne, on est dans la forêt. Il y a énormément d'oiseaux, il y a aussi les saisons, enfin le temps, il y a la pluie, il y a un orage, il y a énormément de choses qui se produisent.
Le graphisme est très subtil, montre la fragilité, montre de la douceur. Il y a quelque chose d'aérien qui nous permet de faire passer finalement toutes ces idées assez complexes dans ce film. Donc, et puis aussi l'aspect économique qui a été quand même quelque chose de très important dans toute ta réflexion aussi pour faire un film familial et facile, pas trop complexe, je l'espère, à financer. Il y a très peu de personnages dans ce film, c'est ça qui en rend aussi la simplicité. Oui, voilà, c'est ça. Alors moi, au moment de me décider de me plonger dans le grand bain des longs métrages, je sortais de ce court métrage de 15 minutes qui s'appelle Pépé le Morse et qui m'avait demandé un don de moi-même phénoménal. Et j'ai regretté très rapidement tous les choix graphiques que j'avais faits, même en termes de mise en scène et tout, parce que extrêmement complexe à dessiner, plein de détails, du vent, les cheveux qui bougent tout le temps, la boutonnière, les lacets, 10 000 couleurs par personnage. Je me suis dit, ok, je ne referai pas ça. Donc c'est vrai que, sachant à quel point il est difficile de financer non seulement un premier long métrage, mais en plus un scénario original, voilà, c'est pas une adaptation du Petit Nicolas. C'est pas pour dire que c'est mal, hein, mais, mais c'est plus difficile à défendre, quoi. Je suis partie du principe dès le départ qu'on n'aurait pas beaucoup d'argent et qu'on pouvait faire des choix dès le départ pour accéder à une certaine beauté, une certaine qualité, mais sans souffrir et sans tuer tous les techniciens à la tâche, quoi. Donc voilà, je suis partie de ce genre de référence, Quentin Blake, d'une certaine liberté dans le trait, d'une simplicité, d'une épure, voilà, de petits personnages silhouettes, beaucoup plus cartoon que ce que j'avais fait jusqu'à présent. Et aussi un peu des années 50 japonaises, juste parce que j'adore, parce que c'est très loufoque et très rigolo et que j'adore la petite insolence qui peut transparaître là-dedans. Donc pour ça, ce qui est génial quand on est réalisateur ou réalisatrice, c'est qu'on peut faire appel à des gens plus talentueux que soi, dont Claudio Acciari, qui faisait ce genre de dessin assez codifié années 50, que je trouve très vivant et très juste en très peu de lignes. Donc je lui ai demandé de faire une passe sur les personnages il y a quelques années de ça. Il a fait ça m'a beaucoup emballé. Et on a aussi réfléchi ensemble à une certaine économie dans le décor. Donc vraiment, si on est fauché, on fera ça. Donc trouver une élégance, trouver une manière de signifier le lointain, la perspective, la lumière, avec le minimum de moyens possibles. Donc à gauche, c'est une référence, c'est Hublé qui a fait ça, et à droite, c'est ce que Claudio Acciari a fait. Mais aussi ce genre d'image où dans la forêt, tout est tellement noyé dans le sombre que voilà, pourquoi pas s'autoriser des gros traits qui ont l'air comme ça assez grossiers, mais qui suffisent largement à signifier un espace, à signifier des lumières. Voilà. Ensuite, ça, c'est des moutons. Et j'ai demandé aussi à Quentin Marco des designs de personnages. Donc, c'est les oiseaux qui ont une place très importante et pour lesquels c'est important. Enfin, dans un film qui se prévaut d'être un peu écolo, machin, c'était important de trouver le juste degré entre des animaux un peu bêta, trop cartoon, ou arriver à leur faire incarner quelque chose de vraiment vivant et de spécifique à chaque espèce. Et voilà. Donc je trouve que Quentin est un génie. Et là, en avant-première absolue, le color script du teaser qu'on prépare pour janvier, que je vous propose de regarder en écoutant une référence musicale que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps, que j'ai envoyée à Pablo Pico, qui va faire la musique du film a priori, et qui est très content, et qui m'enchante. Donc c'est Cosmo Sheldrake qui fait de la musique à partir uniquement de sons d'oiseaux.
Bon, voilà, j'interromps là. Voilà, c'est très beau. C'est très beau, on voit bien là toute la poésie. Donc nous arrivons un petit peu à la fin de notre chrono, de notre présentation du projet. J'espère que ça vous a enchanté. Et puis si vous avez des questions, eh bien, c'est le moment. Merci beaucoup Lucrèce et Patricia pour avoir préparé ces beaux documents et nous faire découvrir votre univers. Merci à toi. Bonjour, merci, c'est super comme présentation. Alors j'ai une question de papa un peu. Je voulais savoir si pour vous, le papa avait envoyé son fils rencontrer la sorcière inconsciemment ou pas. J'y avais jamais pensé et c'est trop bien. Il y a une dimension inconsciente, de toute façon, très très présente dans l'histoire. Parce que quand la sœur aînée de Pierre lui remet cette image de Sainte Rita, cette image de Sainte Rita, elle plaît beaucoup à Bruna, la sœur aînée, parce qu'elle ressemble à leur mère qui est disparue. Nous, on s'est raconté qu'évidemment, elle était morte en couche. Donc il y a un poids dans cette histoire autour de probablement la manière dont le père ne s'est pas occupé de l'éducation de son fils. Il l'a laissé entre les mains des deux sœurs. Et d'une certaine manière, ils se redécouvrent l'un et l'autre au moment de l'apprentissage de Pierre, parce que c'est là que le père doit en quelque sorte le prendre en main pour son apprentissage. Et là, un fossé immense s'est creusé entre eux. Et moi, j'ai la conviction qu'au fond, Pierre ressemble aussi beaucoup à sa mère. Enfin, il y a quelque chose, il y a un nœud là-dedans à dénouer. Et moi, j'ai le sentiment que le père s'est beaucoup renfermé et endurci à partir du moment où sa femme a disparu. Donc oui, je pense que vous avez raison. Merci. Une autre question ? Oui, il y a une main qui se lève là. Ouais, c'est bon. C'est bon ? Bonjour, merci pour votre présentation, c'était super inspirant. Et je me demandais comment se mettait en place, enfin, comment vous pensiez mettre en place la collaboration avec la ou le sensitive reader, que ce soit artistiquement, parce que vous disiez que ce serait plus tard, bientôt, et administrativement aussi. Je ne sais pas si c'est pour terme, mais comment ça va se... Parce que ça m'intéresse aussi. Voilà. Merci. Pour l'instant, ça va juste se concrétiser en... Yel va lire, nous faire des retours en comparant à son propre vécu de ce qui elle a vécu envers sa propre famille. Et voilà, pour l'instant, c'est comme ça que je l'imagine. Je ne sais pas du tout administrativement ce que ça... Pour moi, c'est des logiques de consultation, c'est-à-dire qu'en fait, on est habitué, quand on travaille sur des scénarios, à demander assez régulièrement des regards extérieurs. Donc, on fait appel à des consultants à qui on va demander de lire le scénario et de nous faire ce qu'on appelle des retours. Pour moi, le sensitive reader se situe exactement dans cette démarche-là. Et c'est pour ça d'ailleurs elle rentre même dans la démarche de la production qui nous l'a demandé. Oui. Bon, d'abord, on a hâte de voir ce film parce que vraiment, ça fait très très envie. Et en plus du sensitive reader, peut-être qu'il faudrait que vous consultiez quelqu'un du monde médical parce que moi, je m'inquiète du manque de sommeil. Parce que si dans la journée, elle bosse et que la nuit, elle fait ses folies, je crains pour sa santé. Vous avez raison. Il vit des moments difficiles, oui. Et donc, évidemment, il y a un moment où il s'endormira dans la forêt sans revenir avant le lever du jour à la ferme. Alors, il y a des péripéties aussi. Ouais. Je suis juste ici. Bonjour et merci du coup pour le projet qui est, je trouve, très juste. Et moi, j'avais une question par rapport aux enfants.
Est-ce que vous avez eu l'occasion de montrer votre projet à un enfant? Vous disiez que vous étiez mère, donc que vous en avez parlé à votre enfant. Et est-ce que les enfants comprennent ces questions autour de l'identité, surtout l'identité de genre, ou est-ce qu'ils sont juste ah bah ce personnage il fait ce qu'il veut et puis du coup voilà. Oui, j'ai été confrontée à ce problème, c'était passionnant parce que la classe de ma fille qui avait 5 ans, la maîtresse était intéressée pour venir voir mon métier, quoi. Et comme j'avais jusqu'ici présenté mon projet uniquement à des adultes, je m'étais jamais, ça a fait un clash dans ma tête de ah mais attends, il faut quand même que je réfléchisse un peu à la tournure des phrases et tout ça. Et je l'ai présenté vraiment de façon toute simple. Et franchement, c'est hyper bien passé. C'est hyper bien passé. Les enfants, ils étaient là, oh, ok. Il n'y a pas eu du tout. Après, ils étaient assez petits, quoi, 5, 6. Ah oui, mais j'ai aussi eu l'occasion de la présenter au 7-10. Et pareil, pas de. Et je crois vraiment à cette capacité des enfants à apprendre les choses. Enfin, ils absorbent tellement de nouveautés à la seconde, on leur explique tellement tous les jours comment marche ce monde et tout ça, que bon, bah, c'est une nouvelle donnée à prendre en compte, mais rien de plus que le reste. Enfin, ils sont moins formatés que nous, finalement. Et tu l'as probablement pas abordé de manière frontale, c'est-à-dire que tu l'as abordé au travers d'un récit quand même et le récit reste le conte. Donc c'est toujours plus... comment dire, c'est pas frontal, on ne parle pas des enfants, c'est un sujet de société, ça passe à travers une fiction. Et donc voilà, je pense que déjà ça fait un écran, ils ne peuvent pas j'imagine pas qu'ils le prennent autrement, et comme être soi-même, se sentir bien dans... Oui, c'est ça. Je faisais pas de discours théorique. Il faudrait qu'on soit tous plus libres. Je disais juste, c'est un petit garçon. En fait, il se sent mieux quand il a le droit de prendre soin des animaux et d'être en cap avec la sorcière. Oui, en effet, ça marchait bien. Non, puis là, on est en train, comme on en parle, donc on est amené à en parler de manière un peu plus thématique. Donc, on emploie des mots qui peuvent apparaître compliqués et rebutants, mais en réalité, dans le cours de l'histoire, d'abord, on est beaucoup dans des métaphores, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que cet enfant d'abord, se vit beaucoup comme un oiseau. C'est-à-dire, il se vit comme un être de transition. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on essaye vraiment de travailler en creux sur cette espèce de chemin progressif vers une forme de liberté et simplement de dire qui on est soi-même. Et à un moment donné, il lui apparaît évident qu'il ne peut pas être berger comme son père veut qu'il soit berger. Et comme il préfère être bergeronnette parce qu'il se sent plus à l'aise sous son étiquette d'oiseau, ce qui laisse un monde des possibles très ouvert. Et puis après, quand il comprend, parce qu'il y a une double révélation, il va comprendre que Rita n'est pas une sainte, mais une sorcière, au sens où les hommes l'ont définie comme telle. Elle va devoir l'accepter, va apprendre qu'il est un garçon, au départ. Donc finalement, tout le monde fait du chemin. Et Pierre, tout naturellement, fait un choix simple, qui est de dire je veux être sorcière. On est au dernier rang là. Ah, pardon. On est au dernier rang. Allez. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai très hâte de voir le film, ça a l'air très cool. Et je me demandais, du coup, le petit garçon, la manière dont il a réussi un peu à découvrir le voyage qui lui a été permis, il a aussi du coup été permis par son statut d'homme et le fait qu'il ait pu aller à l'aventure, parce que c'est une tâche qui lui a été donnée par son père. Et je me demandais du coup pour les autres femmes du récit, et j'imagine du coup de sa famille qui doivent être plus assignées à des tâches peut-être au niveau de la ferme, ménagère, etc. Et vous disiez aussi que du coup le père allait avoir droit à une espèce un petit peu de libération. Est-ce que aussi du coup les femmes, elles vont réussir, je sais pas, peut-être se libérer ou évoluer un petit peu dans le film? Oui. Est-ce que tu vas spoiler ou pas? Non, je ne vais pas spoiler. Mais en fait, tout simplement, le père a une telle crispation de ses attentes sur son fils unique
qui est arrivé tard, qui est le seul garçon, qui doit incarner, qui doit le suivre, etc., qu'au moment où le fils va se dérober de cette place-là, forcément, ça rebouge les rôles au sein de la ferme. Ça va ouvrir les yeux au père sur le fait qu'une de ses filles a été son bras droit depuis toujours et a finalement plus les capacités de gérer les bêtes, etc. Il y en a une autre qui, grâce à ça, va échapper peut-être à son destin de mariage forcé, etc. Donc ouais, tout le monde, bon, c'est pas la libération totale, hein, mais c'est les petits grains de sable qui donnent espoir que tout va changer. On prend une dernière question ici. Bonjour. Je voulais savoir au niveau de l'évolution, vu qu'il y a beaucoup d'évolution dans les caractères, dans l'histoire, est-ce qu'il y a une évolution aussi dans la DA et dans le style graphique des choses, que ce soit les paysages ou les... Au fur et à mesure du film ? Oui. Non, je n'ai pas pensé à ça. Okay. Il y a 3 lieux clés du film. On est justement en train de travailler là-dessus à Cyclic en développement avec Pierre Zanzius et Justine Thibault. Et on est en train de... Justine Thibault, elle est en train de m'ouvrir des portes de réflexion sur le décor qui, pour moi, d'habitude, est juste un fond. Et là, elle m'a raconté que sur la métaphysique des tubes, il y avait toute une symbolique de la couleur, que Amélie, elle est verte, et que la méchante, elle est violette, et que dans les scènes sombres, tout devient plus violet, et que dans les scènes lumineuses, tout devient plus vert, blablabla. Là, hier, elle m'a dit, tu devrais réfléchir un peu plus. Donc, c'est en cours. Il n'y a plus qu'à vous remercier, mesdames, de votre prestation. Je le fais...